Désormais rongé par une inaltérable soif de sang, l'État d'Israël mène des frappes sur plusieurs fronts. Gaza, le Liban et il y a quelque temps encore, l'Iran subissait la colère capricieuse de l'État chéri qu'est Israël. Le Moyen-Orient porte le danger d'une probable troisième guerre mondiale qui se dessine sous le regard de la communauté internationale autoproclamée. Au moment où certains dirigeants occidentaux évoquent la thèse d'une guerre préventive, d'autres au contraire parlent d'un État capricieux qui se veut puissant et croit tout se permettre. Surtout que derrière, il y a les États-Unis d'Amérique, le grand Satan. Il s'agit donc, pour ces derniers, des massacres normaux, alors que les mêmes raisons préventives évoquées par Moscou, Macron et l'OTAN disent non. Dès lors, tuer devient un jeu avec en prime des félicitations de ceux qui nous ont apporté le Christ. Ce petit État du Moyen-Orient, né des cendres des terres palestiniennes en 1948, peut-il se permettre de commettre autant de crimes? Quasi à la fin d'une escalade militaire meurtrière de 12 jours, déclenchée par Israël le 13 juin dernier, l'on évoque déjà, et de plus en plus, la voie de la négociation diplomatique. Alors que les deux États rivaux, depuis la révolution iranienne de 1979, se défient mutuellement. Attaque et contre-attaque riment au quotidien des populations qui s'empressent de quitter les lieux sinistrés par des tirs de missiles et armes lourdes. À l'origine du conflit en cours, Israël accuse l'Iran de financer des groupes terroristes et de mener des attaques contre ses intérêts, motivés par l'antisémitisme des ayatollahs. Pour Téhéran, Israël est le petit Satan, l'allié des États-Unis au Moyen-Orient, qu'ils appellent d'ailleurs le grand Satan. Dès lors, Israël et l'Iran sont engagés dans une rivalité sanglante dont l'intensité varie selon la situation géopolitique. Leur affrontement est devenu l'une des principales sources d'instabilité au Moyen-Orient. Un nombre considérable de morts qui découle de la rivalité entre ces deux ennemis jurés, souvent à la suite d'actions secrètes dont aucun des deux gouvernements n'admet sa responsabilité, laisse tout de même la communauté internationale sans voix. Devrait-on laisser ces deux se battre et s'entretuer? Que peuvent les allier dans un conflit qui se mondialise? Comment comprendre que l'État d'Israël soit toujours concerné et même l'acteur principal des guerres au Moyen-Orient? Quelle est donc l'ossature de ce petit pays du Moyen-Orient? Toutes ces questions et bien d'autres nous intéressent d'ailleurs ce jour dans le cadre de votre débat hebdomadaire. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à la palabre intellectuelle, bienvenue au débat. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous faites bien de nous rejoindre sur Dash TV. Effectivement, le programme que vous regardez en ce moment s'établit dans sa version débat. Nous sommes le vendredi 27 juin de l'an des grâces 2025. La thématique nous intéresse, vous intéresse également. Nous parlons du Moyen-Orient, suprématie. L'État d'Israël peut-il tout se permettre? Comprendre l'ossature de ce peuple? Voilà ce qui va nous tenir en haleine les 120 prochaines minutes avec un panel choisi pour la circonstance. Quelques-uns nous ont déjà rejoints dans ce studio 101 de la maison de diffusion de Dash TV. Nous émettons depuis Douala, au Cameroun, effectivement. Nous sommes visibles à travers nos différents bouquets. Vous pouvez nous avoir sur Canal Sat via le canal 325 pour ceux qui sont hors de ce pays, ou Canal 5. Vous pouvez également nous avoir à travers StarTime, à partir du canal 792. Notre signal également visible à travers les réseaux sociaux et bien sûr Facebook, Instagram et tout le reste. Vous pouvez nous recevoir partout où vous êtes dans le monde entier. Merci de faire confiance à Dash TV et particulièrement à ce programme. Permettez-moi donc de vous présenter ce panel assez intelligent qui va diriger les débats d'ici quelques instants. Commençons par le Guadeloupéen, qui est celui qui nous attend depuis la Guadeloupe. Je rappelle qu'il est 4h40 là-bas en Guadeloupe. Le docteur Irénée Giniem. Docteur, bonjour. Bonjour Raoul. Bonjour au panel. Je ne vois qu'une seule personne sur le plateau. Je ne sais pas si les autres sont présents. Et
après une longue période d'absence, je crois que les choses se remettent en place et c'est une bonne chose. Je suis content. Donc, bonjour au pasteur que j'ai vu et j'espère qu'on passera un bon moment et qu'on fera avancer la compréhension de la situation que vous venez d'évoquer. Alors, le docteur Irénée Giniem, il faut le dire, docteur Irénée Giniem est docteur en linguistique anglaise, certifié d'anglais, DUT de finance, comptabilité, universitaire, auteur, entrepreneur, panafricaniste, membre de l'association guadeloupéenne Racine pour le lien du continent et de ses diasporas. Docteur, vous nous rejoignez ce matin, l'actualité camerounaise, parlons-en. C'est la démission d'un ministre de la République. Est-ce que cela devrait faire véritablement un sujet d'attraction? Forcément, puisque le contexte s'y prête, c'est les ministres, c'est les gens qui sont en plus, disons, au pouvoir depuis un certain temps. Donc, quand ils partent comme ça, il est normal que les observateurs et le public en parlent. Maintenant, dans quel sens en parle-t-on? On a évoqué le sujet la semaine dernière, et on est arrivé à la conclusion que ces deux personnes, et l'une en particulier, étaient des alliés du régime depuis très longtemps, et que, bon, finalement, leur départ n'est pas très significatif que ça, et peut-être tout simplement une façon de se positionner pour leur intérêt personnel, et que s'ils avaient l'intérêt du pays à cœur, ils auraient fait bouger des choses tout le temps qu'ils sont restés au pouvoir. Donc, ce que j'ai pu lire depuis la dernière fois ne m'a apporté rien de nouveau par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ce qui a été dit sur le plateau la dernière fois. Donc, mais bon, vous êtes au pays, donc peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Donc, je compte sur vous aussi pour éclairer ma lanterne sur ce sujet. Très bien. Merci beaucoup, docteur Irénée Gilles Niem, je rappelle, docteur en linguistique anglaise, certifié d'anglais, DUT des finances, comptabilité universitaire, auteur, entrepreneur, panafricaniste, membre de l'association guadeloupéenne Racine pour le lien du continent et ses diasporas. 120 minutes d'activité intellectuelle, ça sera également avec vous. Ici, sur le plateau central, quelques-uns nous ont rejoints. On ouvre avec le révérend Patrice Metoté, prospectiviste. Il est d'ailleurs de la société civile. Mon révérend, bonjour. Bonjour, cher Raoul. Bonjour, président Bandakani. Et bonjour particulier à Jules Niem. Il ne m'a toujours pas répondu. Je lui avais posé une question à l'époque là. Je lui ai dit que je cherchais un frère perdu qui s'appelle Niem. Alors, il ne m'a jamais répondu. C'est sérieux. Bonjour, docteur. Nous avons d'ailleurs... nous avons reçu il y a 2 semaines ici une délégation de Guadeloupe là, dans le cadre de reconnexion avec l'Afrique. Et on a été très honorés de recevoir l'ambassadrice mondiale de la Biguine. Je crois que c'est Kaina, si je ne n'écorche pas son nom. On a passé de très bons moments avec elle et on a été trempés dans ses racines. On a goûté à la Biguine originale avec cette grosse délégation venue de Guadeloupe, des écrivaines. Oh, je pense à cette dame-là de 70 ans qui a exposé une 50aine de livres incroyables qui parlent de l'héritage, des reconnexions. Donc, je pense que Jules, qui parle de... qu'est-ce qu'il a dit là? Racine, quelque chose comme ça. Je pense qu'il est au bon endroit. Nous avons déjà parlé de cette association avec les fondateurs même depuis sur ce plateau. Je crois que ça fait déjà 2 ou 3 ans. Nous avons fait 5 à 6 émissions avec... nos amis Marie-Josée, Thierry et tout le reste. Oui, exactement. On va d'ailleurs leur dire bonjour ce matin. Oui, mon révérend. Donc je dis bonjour à Jules et voilà, nous sommes connectés d'une manière ou d'autre. Et puis, si je peux me permettre de rebondir sur l'actualité, la démission du ministre. Si vous voulez anticiper. Voilà. Écoutez, c'est quoi? À la veille de chaque élection, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des positionnements. On verra un peu plus tard. Le temps, c'est le maître du jeu. Je pense que M. Thiraud a calculé le temps. Il estime que c'est le bon moment. Et puis, apparemment, il y aurait un effet boule de neige parce que sa démission, si je me fie à ce qu'on dit, risque d'entraîner d'autres démissions. Donc maintenant, on va scruter pour voir quelles sont les véritables intentions de ce monsieur. Est-ce qu'il est sincère? Je pense qu'on a évoqué son cas ici il y a une ou 2 semaines sur ce plateau. Alors, sans toutefois chercher les véritables raisons, mais est-ce que sa démission devrait
faire courir les rues. Bien sûr, bien sûr. Vous savez que M. Tiroma, il fait foule, hein, que vous le vouliez ou non, il fait foule. Et puis alors, l'argument de ce Grand Nord qui serait le vivier électoral, qui serait la clé de voûte du système électoral. On nous parle de 35% de l'électorat. Bon, je ne sais pas au Cameroun les statistiques. Est-ce que vraiment on peut faire confiance à cela? Mais le Grand Nord reste le Grand Nord. 30%, c'est un enjeu. Dans une élection à un tour, on peut très bien imaginer que quelque chose sorte du chapeau du Grand Nord et que le pouvoir retourne là-bas. Imaginez que les candidats du Grand Nord fassent union et présentent un candidat unique. Ça, c'est possible. Donc, c'est quelque chose qu'il faut scruter de près. Et si je me fie à un peu des amours des gens du Grand Nord, ces temps-ci, on va dire non, c'est des groupuscules, mais de plus en plus, on voit des jeunes quand même du Grand Nord. Des jeunes disent oui, on veut le changement, mais pas avec la génération de Issa Chiroma et de Bello Bouba. Donc ça bouge dans tous les cas. Pour l'instant, le parti au pouvoir n'a pas encore vraiment réagi. Ce sont les, entre guillemets,